Est-ce que vous savez qui on a invité aujourd'hui? Ah, vous allez aimer. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Expérience et Réflexion. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité très spécial qui aura l'occasion bien sûr de se présenter. Alors, le podcast, bien sûr, c'est un podcast qui est assez vaste. On parle de plusieurs sujets. On explore en fait les réalités, les projets et les talents africains. Donc aujourd'hui, nous sommes en présence de Monsieur Léonce Bédié, qui aura l'occasion, bien sûr, de nous faire partager son parcours, de nous parler en fait de tout ce qu'il a accompli en Côte d'Ivoire et en Afrique et à l'étranger aussi. Je vais laisser la parole à Monsieur Léonce qui va se présenter. Parce que voilà, c'est pas tout le monde qui le connaît. Ok, merci Marie, je suis là. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Léonce Bédié. Je suis consultant en stratégie et transformation digitale. On dira qu'aujourd'hui, j'ai quasi 18 ans d'expérience professionnelle. Où j'ai eu à côtoyer différents secteurs d'activité, notamment le secteur de l'eau, de l'électricité, de la téléphonie, le secteur bancaire également. Et après, je me suis engagé en cabinet pour pouvoir développer une expérience de consultant. Donc, j'ai travaillé dans un Big Four. Et après cette expérience, j'ai décidé de lancer mon cabinet local. D'accord. Blue West Consulting, histoire de pouvoir accompagner les PME et proposer des services à valeur ajoutée, adaptés aux réalités africaines. Et fort de cette expérience, j'ai rejoint également un autre groupe, une ESN, du nom de Box Africa, où j'occupe aujourd'hui le poste de directeur général adjoint, en charge justement du développement du pôle conseil et aussi de tout ce qui est stratégie et organisation. Wow, ça fait Voici un peu présenter Léonce Bédié. Bon, il y a une petite casquette que j'évite de présenter, mais en parallèle, je suis également conseiller spécial dans une autorité indépendante. Waouh, c'est intéressant tout ça. Donc, tu vois, tu as un parcours assez complet. Disons. On peut dire ça? Oui. D'accord. Mais après, avant d'arriver à tout ça, je pense que tu as eu un parcours estudiantin aussi, tu as fait une formation. Oui. Tu peux nous dire un peu plus sur ta formation? Ok, alors on dira que je suis ingénieur en génie logiciel, diplômé de l'INPHB, l'Institut National Polytechnique de Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que j'ai embrassé cette filière? Depuis la classe de seconde, j'ai commencé en fait à faire mes premiers développements de logiciels. D'accord. Donc j'ai expérimenté le codage sur une traceuse. Texas Instruments 82 à l'époque, et c'était le langage Turbo Pascal. J'étais très fainéant à l'école, ça, je le reconnais. Je n'aimais pas trop retenir les formules et tout, donc ça m'a amené à développer quelques petits scripts pour résoudre les problématiques en physique, en maths, et c'est de là qu'est née la passion pour l'informatique et j'ai embrassé cette carrière. D'accord, donc du coup tu as fini ton parcours à l'INPHB? Oui, alors d'abord j'ai fait un BTS, un brevet de technicien supérieur en informatique de gestion. D'accord. Et j'avais rejoint le groupe CIE-SODECI justement pour un stage. CIE-SODECI? Oui, pour un stage de 3 mois. Et voilà, ils ont apprécié mon profil. Ils m'ont demandé quelles étaient mes perspectives. Je leur ai dit que je voulais me suivre le cycle ingénieur. Ils m'ont dit, bon, écoute, à Abidjan, il y a une antenne de l'INPHB. On veut bien te garder et puis tu continues à l'INPHB. Et quand tu as ton diplôme, voilà, on te confirme en interne et tout. Et donc, c'est en cela que j'ai fait une forme d'alternance. Ils ne m'ont pas permis d'aller à l'étranger pour développer des compétences. Donc, voilà, j'ai été quand même plus produit local. Local. D'accord. Donc, du coup, quand tu as fini ton parcours, juste après, parce que tu étais avec la CIE-SODECI, tu as fini ton parcours à l'INPHB. Tu es resté avec eux, tu as changé de boîte? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis resté avec le groupe CIE-SODECI parce qu'il faut dire aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup appris de ce groupe. J'ai fait quasiment 10 ans dans ce groupe.
Waouh! J'ai fait 10 ans où j'ai été d'abord à la direction des systèmes d'information, où j'ai accompagné à justement écrire tout ce qui était procédure de gestion du système d'information basé sur utile Covid. Aujourd'hui, c'est une expertise que je vends à mes clients, mais l'origine de cette expertise, c'est justement l'expérience à CUSODC. Donc, j'ai fait 5 ans au département des systèmes d'information et j'ai fait, je crois, 6 ans, oui, au département de développement informatique. D'accord. Justement, on a accompagné à déployer des solutions en mode agile. Donc, on expérimentait ce genre de gestion de projet. On a aussi, j'apportais tout ce qui était activité innovation. Donc, c'est là que j'ai fait mes premiers pas en matière de transformation digitale et tout. Depuis quand tu étais, de fait, dans ton expérience à la CESODC que tu as expérimenté, J'ai expérimenté tout ça à la CESODC, donc les bases. Et au moment où le numérique commençait à se vulgariser, on avait constaté que c'était surtout les directions marketing qui étaient touchées. On parlait de marketing digital. C'est ça. Donc j'ai voulu développer des expériences en expérience utilisateur, en marketing digital et tout. Et donc c'est ce qui a fait que j'ai regardé un peu du côté de téléphonie. Parce que c'était très avancé justement à la matière. Donc c'est ce qui a fait que j'ai rejoint l'un des leaders en telco en Côte d'Ivoire ici, où j'ai fait pas mal d'années. Et après cela, j'ai continué en promotion. D'accord. Donc du coup, après CESODC, tu es parti dans une compagnie de télécommunications. On dira Orange. Donc la passion, elle est née pendant les études, après, avant? Je dirais pendant les études. Pendant les études, parce que d'aucuns ont tendance à dire que les informaticiens sont de gros paresseux. Et je peux confirmer un peu cela. Parce que lorsque j'étais en classe de seconde, je me rappelle, on finissait souvent des chapitres et nos professeurs nous donnaient des exercices et on pouvait prendre 2 semaines à préparer les devoirs sur les chapitres en question. Et donc, j'avais remarqué lorsqu'on m'avait offert ma traceuse qu'il y avait un langage de programmation qui était intégré dans le Turbo Pascal pour ceux qui ont l'habitude de développer. Et donc, j'ai essayé de comprendre un peu le principe de fonctionnement. J'ai appris à créer des variables, à exécuter des requêtes et derrière avoir des réponses. Du coup, je me suis dit, mais tiens, que de rester là à réfléchir, à mémoriser toute une formule. Pourquoi est-ce que je n'enregistre pas la formule dans une variable et puis derrière, j'essaie d'identifier toutes les variables nécessaires pour pouvoir alimenter cette formule et résoudre le problème. Donc c'est de là que j'ai commencé à développer mes premiers algos. Donc je pouvais prendre 3 à 4 jours, une semaine pour finaliser tout un programme entier qui me permettait de résoudre un exercice. Et pendant les devoirs, pendant que le devoir, les autres, ils pouvaient prendre 2 heures à le rédiger. Moi, en l'espace de 15 minutes, j'ai fini le devoir. Donc voilà, cette passion et ce petit côté flemmard m'ont amené justement à creuser davantage, à développer cette envie de faciliter en fait les process, parce que c'est un peu cela. Ça me permettait d'aller beaucoup plus vite et ça me permettait d'améliorer également ce que je faisais, donc faciliter les process, améliorer l'efficacité. Et voilà, ça donnait ce que ça donnait. Ça fait beaucoup, hein? Bon, tu peux essayer de dire ce que tu viens de dire pour des personnes qui n'ont pas fait l'informatique, qui n'ont pas fait tout ce qui est tech. D'accord. Comme ça va essayer de, comprendre un peu ton mood. Alors cette passion, on dira, j'essaie de faire facile ce qu'on peut rendre compliqué difficile. Donc avec l'informatique, je facilite ce qui est difficile. On dira ça comme ça. Donc je développe des outils qui me permettent d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement, ce qui me permet de gagner du temps. Récemment, tu as créé ton cabinet. C'est bien cela. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer ton cabinet? Alors, pourquoi est-ce que j'ai créé WS Consulting? On dira officiellement. Oui. Parce que j'avais analysé un peu l'écosystème, le marché. Et en matière de transformation numérique aujourd'hui, les entreprises africaines et particulièrement les PME ont vraiment besoin d'accompagnement. D'accord. Mais c'est pas un accompagnement qui peut être à la portée de tous. Donc je me suis dit avec cette expérience antérieure et l'expertise qui a été développée en Big Four, pourquoi ne pas donner l'opportunité justement à ces entreprises d'opérer leur transformation avec des problématiques ou des aspects qui prennent en compte vraiment
l'environnement local. Local. Parce qu'aujourd'hui, toute entreprise qui n'opère pas sa transformation est potentiellement vouée à disparaître. Donc, donnons la possibilité à celles qui n'ont pas les ressources pour pouvoir se faire accompagner par des Big Four, et se faire accompagner par des experts qui viennent de ces Big Four-là, pour pouvoir continuer à piloter cette transformation. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous définir c'est quoi la transformation digitale pour toi? Il y a beaucoup de définitions, effectivement, aujourd'hui sur la toile, mais pour l'expliquer simplement, avec un langage qui est accessible à tous, je dirais que la transformation numérique, c'est la capacité pour une entreprise à exploiter pleinement un certain nombre de technologies émergentes, notamment le cloud computing, le big data, l'internet des objets et l'intelligence artificielle, tout ça basé sur des connectivités à haut débit. Donc exploiter ces technologies-là pour pouvoir non seulement améliorer leur excellence opérationnelle, leur processus également, mais derrière les utiliser pour pouvoir proposer des services à forte valeur ajoutée pour leurs clients, pour leurs consommateurs, de sorte à améliorer leur expérience. Donc pour résumer, la transformation numérique, c'est la capacité pour une entreprise à bien déployer et à bien exploiter ces technologies émergentes pour être efficace et pour apporter de la valeur à ses clients. D'accord. Donc tu dirais en fait que pour toi c'est comme si l'entreprise elle existe déjà. Et on utilise toutes ces technologies, tous ces outils pour améliorer la performance de l'entreprise, la productivité et la rentabilité aussi. Et derrière, satisfaire le client. L'utilisateur final. D'accord. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire, en fait, durant tout ton parcours, on va essayer de se focus un peu sur ce que tu as fait à Deloitte. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, comment ça a été de pouvoir, en fait, travailler sur tous ces types de projets et secteurs en même temps? Alors, comment est-ce qu'on a fait pour travailler sur ces différents types de projets, ces différents secteurs? Tout part d'abord de la méthode. D'accord. Tout part de la méthode. Il faut avoir une démarche méthodologique qui est bien définie. Parce que d'un secteur à un autre, c'est vrai que les problématiques diffèrent, mais la stratégie d'accompagnement reste la même. D'accord. Dans un premier temps, il faut faire ce qu'on appelle le diagnostic de la maturité numérique. Et lorsque nous étions justement à Deloitte, lorsque j'y étais, on commençait d'abord par ce diagnostic-là qui se faisait sur, je dirais, 5 axes clés, si ma mémoire est bonne. Premièrement, la gouvernance de l'entreprise en elle-même. Est-ce que l'entreprise est pilotée, est gérée? Deuxièmement, les processus de l'entreprise. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette entreprise-là, dans sa façon de fonctionner, elle a su définir la cartographie de ses processus, elle a su documenter ses procédures et tout ça. Troisièmement, les outils qu'elle utilise. Donc, quand on a ces processus qui sont définis, on a les procédures qui sont bien élaborées, est-ce qu'il existe des outils pour pouvoir exécuter, opérationnaliser ces procédures-là? Donc, on analyse également cela dans le cadre de la maturité. Troisième élément sur lequel nous faisons l'évaluation, quatrième élément sur lequel nous faisons l'évaluation, c'est la maturité numérique des collaborateurs eux-mêmes. D'accord. Parce que ça ne sert à rien de définir des processus, des procédures qui sont bien rodés, mettre en place des outils qui sont assez innovants, mais que derrière, le capital humain lui-même ne suit pas. Il n'est pas afin des mutations qui s'opèrent où il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on demande d'utiliser tel type d'outils, enregistrer tel type d'information. Donc on regarde la maturité numérique également des collaborateurs et puis on regarde la capacité justement de l'entreprise à pouvoir faire évoluer ses compétences. D'accord. Donc c'est l'évaluation de toute cette maturité qui nous permet de déterminer le niveau global de l'entreprise. Et partant de là, nous écrivons toute une stratégie de transformation digitale qui permet de définir une vision, une ambition, déterminer les axes stratégiques clés sur lesquels il faut travailler, mettre en place une roadmap et puis l'exécuter progressivement les deux manières. D'accord. Donc la même méthodologie s'applique en fait à tout type de secteur. C'est une méthodologie transversale, c'est ça? Oui, elle peut s'appliquer à tout type de secteur. Maintenant, d'une mission à une autre, il y a des particularités. D'accord. Donc, on peut faire quelques adaptations aussi de la méthode et tout. C'est
certains éléments peuvent entrer en ligne de compte. Donc, il n'y a pas, je dirais, un cadre standardisé en tant que tel, mais il y a des bases, des fondements sur lesquels nous partons et après on sait les adapter. Et c'est justement ça qui fait la différence entre certains cabinets qui vous imposent une approche bien définie et d'autres cabinets qui adaptent l'accompagnement, personnalisent l'accompagnement selon le client. Effectivement. Alors, donc, moi, je voulais savoir, en fait, là, c'est ton expérience à Deloitte. Avant ça, tu étais dans une entreprise de télécom. Comment tu as switché, en fait, de l'entreprise de télécom à Deloitte? Alors, peut-être même qu'on va commencer par l'entreprise de CISO-DC, parce que, comme je dis, le numérique, l'informatique, c'est tout un ensemble de disciplines, c'est un univers, c'est un écosystème. Lorsque j'ai commencé à la CI en 2007, j'avais pour ambition de finir DSI. Et donc, je me suis dit, pour être directeur des systèmes d'information, il faut que je maîtrise déjà tout ce qui est gouvernance de systèmes d'information, tout ce qui est gestion de projets, etc. Donc, à la CIE, j'ai fait 5 ans à la direction des systèmes d'information. J'ai accompagné pas mal de projets, ce qui m'a permis de développer un certain niveau d'expérience. Et après, j'ai fait 6 ans au département de développement informatique, où on parlait d'innovation, on intégrait pas mal de nouvelles solutions, on testait et tout. Et puis, dans ma veille, dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait un nouveau profil qui devenait tendance. On parlait de CDO, directeur de la transformation numérique et tout ça. Et quand j'observais, je voyais que les DSI étaient relégués à un certain rôle. Je dis, mais là, ça c'est un profil qui est trop sexy. Je veux devenir CDO. Et donc, lorsque je me documentais, je voyais que généralement les CDO, ils accompagnaient les directions marketing, ils mettent en place toutes les solutions digitales, l'expérience client et tout. Et du coup, je me suis intéressé au marketing et particulièrement au marketing digital, à l'expérience client, à tout ce qui est UX, UI. Et partant de là, j'ai voulu justement expérimenter les différentes recherches et compétences théoriques acquises. Et donc, ça m'a mené à regarder du côté des telcos qui était très avancé en la matière. Donc, c'est là que j'ai rejoint le groupe Orange Côte d'Ivoire, où on a justement accompagné à mettre en place pas mal de solutions digitales. Et si tu le permets, durant cette période, d'ailleurs, au passage, je salue Habib Bamba, qui a été l'un de mes directeurs de la transformation digitale. Lorsqu'il nous a rejoints, il a souhaité que je l'accompagne justement à écrire le plan de transformation digitale d'Orange Côte d'Ivoire à l'époque. Ça a été une très belle expérience. J'ai beaucoup appris d'ailleurs. Et le secteur bancaire aussi est en train d'opérer sa transformation dans cette période-là. C'est quelle période déjà? Je crois que c'était entre 2017 et 2018. Et donc, au niveau de NCA Bank, justement, il cherchait un manager de la stratégie digitale, donc quelqu'un qui allait accompagner à écrire le plan de transformation et à l'opérationnaliser. Et donc, l'expérience à Orange, sous le leadership de Habib, m'avait donné les bases pour écrire justement un plan de transfert digital. L'expérience à CISO-DC m'avait donné les rudiments pour pouvoir opérationnaliser tout un ensemble de projets IT. Donc, j'étais très confortable justement dans ce rôle de manager de la stratégie digitale que j'ai accepté au sein de NCA Bank. Donc, j'ai pu expérimenter encore tout cela. Et puis après, je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas regarder cette passion, cette envie de s'épouiller, d'apporter le changement? Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas que je donne une autre orientation à ma carrière, de sorte à pouvoir accompagner un plus grand nombre d'entreprises? Et si tel est le cas, ça voudrait dire qu'il faille que je rejoigne un cabinet. Qui touche plusieurs secteurs, plusieurs entreprises. Plusieurs secteurs. Et donc, c'est ce qui a fait que mon aventure m'a amené à justement Deloitte. En fait, quand on t'entend parler, c'est comme si tu as essayé de tracer toi-même ta propre voie. Tu as choisi tes expériences, les entreprises pour lesquelles tu as travaillé, ou bien c'était une partie aussi d'opportunité. Tu peux nous expliquer cette partie-là? Oui, alors, pas vraiment une partie d'opportunité. Comme je l'ai dit tantôt, lorsque j'avais rejoint le groupe CISO-DC, je voulais être DSI. Parce que c'était le modèle que j'avais à l'époque, mon DSI de l'époque. Au passage, M. Sam Sylvestre, que je savais qui est à la retraite maintenant, c'était quelqu'un qui m'impressionnait. Donc, je voulais être DSI. Et au fur et à mesure que nous évoluons, au fur et à mesure que les années passaient, c'est là que tu vois que
l'environnement évolue, le marché évolue, les métiers évoluent aussi. Donc, partant de là, j'ai vraiment gardé une forte écoute de mon environnement, de mon écosystème. J'ai fait beaucoup de veille. Donc, je me suis documenté, essayé de savoir ce qui se passait ailleurs. Et donc, c'est en fonction de ça que j'ai réorienté mon plan de carrière. D'accord. Je ne suis pas resté à guetter une opportunité, à dire, bon, ben écoutez, je ne suis pas à l'aise ici, je n'aime pas tel collègue, je ne suis pas à l'aise avec le type de rémunération, donc je recherche. Non, je me suis défini une feuille de route en termes de profil de carrière. Et selon les opportunités qui s'offraient à moi lorsqu'elles rentraient dans cette feuille de route, je m'engageais. Donc c'est comme ça que j'ai... D'accord. Est-ce qu'on peut dire que ton réseau ou bien ton ancienneté à l'INPHB a joué dans tes expériences et tout ça? Alors oui, il faut dire que le réseau, c'est quelque chose de très important. Très important. Mais pour mon cas, je n'ai pas vraiment fait usage de ce réseau-là. Je me suis plutôt appuyé sur les technologies. D'accord. La maîtrise, l'expertise. En fait, ce que les technologies apportent, je dirais, la proposition de valeur. Avant, on créait des réseaux parce que les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc, il fallait appartenir à un club d'amis, un club d'étudiants, un club service et tout, et nouer des connexions. Et puis après, entre 2001 2002, avec l'avènement de Facebook, ensuite LinkedIn et autres, les réseaux sociaux ont commencé à s'imposer. Mais le principe des réseaux sociaux, c'est quoi? C'est de connecter les individus entre eux. Mais pourquoi est-ce qu'une personne accepterait votre connexion? Il faudrait que vous puissiez lui apporter de la valeur. Pour qu'elle voit un potentiel ou un intérêt. Et donc moi, quand j'ai analysé cela, et puis je m'étais, dans le cadre de ma veille personnelle, j'avais décidé de lancer un blog que j'avais appelé ABC du digital. D'accord. Donc en faisant mes recherches, j'écrivais des articles que j'exposais, histoire de me faire challenger peut-être par mes pairs et tout. Donc le fait d'exposer ces articles m'a permis d'entrer en contact avec d'autres personnes qui étaient passionnées et progressivement ça a permis de développer une petite notoriété et ainsi de suite les réseaux se sont créés. Et là tu parles de quels réseaux sociaux, de quelle plateforme? Alors j'utilise principalement LinkedIn, je suis plus actif sur ce réseau social. Vous avez entendu? Je sais pourquoi j'ai dit ça. Non, mais LinkedIn, c'est un réseau qui est très puissant. Il faut savoir l'utiliser. Ça ne s'utilise pas comme Facebook ou TikTok ou Instagram. Sur LinkedIn, on n'a pas besoin de voir une photo de vous à signer ou dans une certaine posture. C'est un réseau de professionnels. C'est ça. Et quand une entreprise recherche un profil, c'est pour voir ce que ce profil-là peut apporter comme valeur ajoutée. Donc, quand vous êtes dans un domaine d'activité donné, si vous avez une expertise donnée ou une expérience donnée, il faut savoir la mettre en valeur. C'est ça. Et la mettre en valeur, ça ne suffit pas de dire j'ai pris plaisir à participer à tel événement ou aller liker le post de tel DG ou de tel DRH. Mais il faut montrer qu'on a une certaine maîtrise d'un outil donné. Je vois beaucoup de mes jeunes frères souvent qui partagent des licences. J'ai fini tel e-learning, j'ai eu telle certification. C'est bien de faire des certifications. Mais j'ai souvent tendance à dire qu'un certificat, c'est une présomption de compétence. Parce que tant que tu ne l'as pas pratiqué, ça reste une présomption de compétence. Par contre, si le professionnel partage un projet qu'il a piloté, il partage son retour d'expérience sur ce projet-là, ou bien il fait un article qui est issu de certaines recherches qui lui permet de partager sa compréhension sur une technologie, sur une méthode, sur une quelque chose de plus profond, de plus poussé. Exactement. Et donc moi, c'est comme ça que j'ai procédé. D'accord, c'est intéressant. Après, on dirait que ça a l'air très technique, ça a l'air très professionnel, mais quand tu te rapproches, c'est quelque chose que tout le monde voit, que tout le monde côtoie. Voilà. Alors, donc, tu vas nous parler maintenant de ton expérience actuelle et aussi de ton parcours entrepreneurial. D'accord. Alors, mon parcours entrepreneurial, il faut dire qu'au début, quand j'ai décidé de me lancer pour l'US Consulting, ça s'est fait du jour au lendemain. Je suis arrivé un jour au bureau et puis au sortir d'une réunion, j'ai dit, bon, écoutez, moi, je pars. Je vais tester l'aventure. Et je me rappelle le soir quand je suis rentré chez moi, on a eu une expression en Côte d'Ivoire, qui m'a envoyé.
Donc, j'ai démissionné. Je me disais que j'allais faire peut-être 3 mois de préavis. Et puis, bon, les circonstances ont fait que je suis parti directement. Je me suis dit, mais qui m'a envoyé? Et après, je me suis dit, mais en même temps, c'est bon d'être dos au mur souvent. C'est quand on est dos au mur on sait évaluer, apprécier son plein potentiel. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que les différentes connexions que j'avais, lorsque j'ai annoncé par message privé à certaines personnes que je me mets à mon compte. On m'a dit, ah ouais, et c'est super, donc on pourra maintenant avoir recours à toi à des prix locaux. Je me suis dit, donc en fait, les gens ils savent qu'on peut les accompagner, mais comme on a une certaine casquette, ils sont hésitants. C'est ça. Derrière, qu'est-ce qui m'a rassuré? Je me suis dit, en fait, c'est le professionnalisme qui a fait que ces personnes-là, lorsque je me suis dit, je leur ai dit, je me mets à mon propre compte, n'ont pas hésité à me dire, ok, donc on vient avec toi, on peut compter sur toi. Ce que je veux dire aux jeunes, c'est quoi? Il ne faut pas travailler pour travailler. Il faut faire le job de sorte à fournir des résultats probants. C'est la somme de 17-18 ans d'expérience professionnelle qui m'ont permis de me lancer dans l'entrepreneuriat et de pouvoir évoluer, naviguer aisément. Et ces 18 ans d'expérience professionnelle, c'est la somme d'un ensemble de projets qui ont été exécutés, soit avec succès ou sans succès, mais derrière, on a su capitaliser sur tout ce qu'on a appris, etc. etc. Donc voilà, lorsque j'ai lancé Blue West Consulting, j'ai eu la chance d'avoir rapidement quelques deals qui m'ont permis de me positionner dans cette nouvelle aventure. Et puis voilà, c'est justement dans l'aventure de Blue West Consulting que j'ai rencontré Ibrahima Diop, que je salue au passage, qui est le directeur des opérations à Box Africa. Je recherchais un partenaire pour l'un de mes clients, justement, et il me dit, écoutez, Léonce, nous sommes plus ou moins complémentaires. Vous définissez les stratégies, les plans de transformation digitale. Nous, on les opérationnalise, on les met en œuvre. Et si on unissait nos forces pour proposer de façon holistique des services aux différentes entreprises africaines. C'est ce qui a fait que j'ai décidé de m'engager avec eux et j'ai passé la main à mes associés de Blue West Consulting. Je leur ai dit, je garde toujours un œil à côté et puis voilà. Je vois comment ça a porté ses fruits. Exactement. Et en parallèle, tu as des projets, des initiatives que tu suis, que tu as menées pendant ton parcours? Oui, alors aujourd'hui j'ai un projet qui me tient à cœur parce que le numérique, le digital, c'est une passion. Et la meilleure façon de vivre sa passion, c'est de la partager. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi passionnées que moi et très compétentes qui exercent dans ce domaine-là, mais qui n'ont souvent pas la visibilité de faire connaître ce qu'elles font ou d'entrer en contact avec d'autres personnes. Et donc, je disais à l'entame de mon propos qu'à la base, j'avais créé un blog que j'avais appelé ABC du digital. Donc, avec quelques associés et d'autres consultants, on a décidé de transformer ce blog-là en média professionnel, un média dédié aux professionnels, où nous avons déjà commencé à rédiger un grand nombre d'articles sectoriels. Qui sont déjà publiés? Oui, il y a des articles qui sont déjà publiés. Donc, l'idée pour nous, c'est de fédérer autour de ce média-là tout un écosystème de professionnels ivoiriens dans un premier temps et africains, pourquoi pas. Donc derrière, à partir de ce média, on pourra partager nos expériences, donner des recommandations et mettre en contact et du réseautage avec. Exactement. D'accord. Et ça, c'est VBR ou bien c'est C'est VBR, Vanguard Business Review. D'accord. VBR. D'ailleurs, nous avons un lancement de la nouvelle interface de cette plateforme-là qui est prévue pour le mois de juin. C'est intéressant. Et du coup, en fait, ça donne l'impression que, est-ce que tu es en train de faire tout ça, c'est pour avoir un certain impact sur la tech en Côte d'Ivoire, en Afrique? Est-ce que tu penses à la partie aussi pour les jeunes? Est-ce que tu penses, c'est quoi derrière l'objectif, la vision et l'impact social? Je me dis, chacun a un rôle à jouer. On a tous une partition à jouer. Et moi, derrière, je me dis, c'est mon rôle que je joue. Je suis certes passionné de tech, j'aime écrire, j'aime faire des recherches. Et tant que ça peut apporter de la valeur aux autres et à moi-même, ça devient un plaisir. Donc oui, je le fais. Aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas de plateforme, pas de médias qui publient des contenus qui sont alignés ou en cohérence avec nos réalités. D'accord. Et nous qui sommes des consultants,
qui avons accompagné des entreprises africaines qui vivons le quotidien, qui connaissons les réalités du terrain. Je pense que nous sommes mieux placés pour documenter justement tout ce que nous faisons sur toute l'expérience. Nous avons aussi des jeunes frères qui vont sortir des différentes universités, des différents établissements, écoles, qui vont s'attaquer au marché de l'emploi, qui est en perpétuel, je dirais, mouvement et tout. Comment est-ce que ces jeunes frères-là font pour établir ou avoir des repères pour pouvoir faciliter leur entrée sur le marché? Donc, nous qui sommes leurs dévanciers, à travers justement cette plateforme-là, on sait leur mettre à disposition un ensemble de ressources pour leur faciliter la tâche, parce qu'aujourd'hui, notre monde, il est très volatile, tout va vite. Donc, s'ils sont amenés à reprendre les recherches telles que nous refaire tout ce que vous avez fait, tout ce temps, c'est une perte de temps. L'Afrique va continuer à être en retard, en fait. C'est ça. Donc, c'est un peu Pour ça. accélérer les choses. Exactement. Mais est-ce que vous faites des accompagnements, du mentoring ou des formations pour les jeunes et tout ça? Je l'ai fait un moment. J'apprécie de le faire toujours d'ailleurs, mais j'avoue que pour l'instant mes responsabilités ne me permettent pas de continuer à accompagner. Mais il y a pas mal de jeunes gens qui me contactent souvent sur LinkedIn et au détour d'un café, on arrive à discuter, j'arrive à leur prodiguer des conseils et tout, et je reste toujours disponible s'il y a un besoin d'accompagner et tout. D'accord. Aujourd'hui, on a remarqué que plusieurs profils de la tech en Afrique reviennent de l'étranger, c'est-à-dire que ce sont des profils expatriés et tout ça, qui sont rentrés et qui ont rejoint leur pays et qui sont en train de, on va dire, de contribuer à leur niveau au rayonnement de la tech en Afrique. Alors qu'aujourd'hui, votre cas est assez particulier, on peut dire ça comme ça, parce que vous êtes un peu produit, on va dire, de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas parti à l'étranger faire vos études ou bien travailler à l'étranger et revenir, même si dans vos missions, je pense que vous êtes allé à l'étranger. Mais est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'était par choix ou bien c'était par, on va dire, par opportunité, par concours de circonstances, ou bien c'était vraiment un truc que vous avez tenu à faire ici? Vous savez, je pense que quand on veut quelque chose, généralement, je vais citer Paulo Coelho dans L'Alchimiste, l'univers conspire à mettre en place tout ce qu'il faut. Et si aujourd'hui, d'aucuns disent qu'en matière de transformation numérique en Côte d'Ivoire, que je pourrais faire partie des références sur lesquelles on peut s'appuyer, je me dis quelque part, mon parcours local y est pour quelque chose. Et si les entreprises locales me font confiance aussi, c'est parce qu'elles se disent c'est un plus produit du terroir. Mais en même temps, je me dis, on sait s'enrichir également de l'extérieur. Les cultures européennes, occidentales et autres savent nous apporter également de la plus-value. Donc, pour moi, qu'on ait fait son parcours en Côte d'Ivoire, ou qu'on ait fait son parcours à l'étranger, qu'on vienne en Côte d'Ivoire, ça n'a pas... il n'y a pas vraiment de différence en tant que tel. Ah bon? Le plus important, c'est de comprendre son sujet, de le maîtriser, de travailler avec beaucoup de professionnalisme. Et derrière, on n'aura même pas l'impression qu'on a fait soit le parcours en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Ce n'est pas le pays dans lequel on a exercé qui définit notre capacité à pouvoir... D'accord. Donc pour vous, ça reste un choix, ça reste... Oui, pour moi, c'est un choix. J'aurais pu décider, par exemple, lorsque j'ai commencé mon aventure à la CIE, parce que j'avais certains collègues qui, lorsqu'on a démarré ensemble, à un moment donné, on faisait leur émission, sont partis à l'étranger. Aujourd'hui, je rencontre certains jeunes qui sont dans des entreprises, des startups ivoiriennes et qui après ont des opportunités dans d'autres pays en Europe et qui partent. Mais moi, je me suis dit, on est mieux que ce soit dans un premier temps. Et puis, le numérique a réussi à démocratiser tellement de choses qu'on a accès à ce qui se trouve à l'étranger en étant sur place. Donc, j'ai préféré rester ici et puis définir mon réseau, établir mes repères et puis faire mon expérience. Parlons de l'écosystème de la tech au Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que tu trouves qu'on a assez évolué, on est en retard? Est-ce qu'il y a des freins? Comment tu décrirais en fait l'écosystème aujourd'hui? Alors, de mon point de vue, et ça c'est à titre personnel, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire.
En termes de maturité, selon mon analyse, il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire. Parce que la transformation digitale, il ne s'agit pas de venir assembler un certain nombre de technologies. C'est tout un ensemble. Les gens ont tendance à dire que c'est un voyage et je le confirme. Avant d'utiliser l'IA, parce que l'intelligence artificielle s'appuie sur la donnée pour être efficace, pour pouvoir automatiser des process et autres, il faut avoir structuré sa donnée. Il faut avoir basculé dans le cloud. Il faut avoir eu des outils, notamment des ERP et autres, pour automatiser ces process. Mais avant d'automatiser ces process-là, il faut les avoir documentés, il faut les avoir identifiés. Donc, il y a tout un ensemble qui part d'abord des normes, donc passer des étapes à suivre avant. Des étapes à suivre. Et il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui grillent toutes ces étapes. Et lorsqu'elles entendent qu'il y a ChatGPT qui existe, il y a DeepSeek qui existe, automatiquement on dit bon, les commerciaux vont commencer à utiliser ChatGPT pour être performant parce qu'on a vu tel conférencier qui a dit ça permet de faire ci, on va utiliser ceci, etc. Et si on a grillé toutes ces étapes et que derrière même les collaborateurs, le staff n'a pas ce mindset-là, vous mettrez en place cette technologie et vous ne verrez pas la valeur ajoutée. C'est comme quelqu'un qui vous dira oui, j'ai acheté telle voiture à tel prix, on m'a dit que ça permet d'aller à telle vitesse, dans telles conditions, mais quand je l'utilise, ça marche pas. C'est ça. Donc, il faut se mettre vraiment dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas encore atteint ce niveau de maturité. Les PME, par exemple, ont besoin de mettre en place tous les outils qu'il faut pour gouverner leur système d'information. Il faut qu'elles comprennent le rôle, les enjeux qu'il y a derrière cette technologie-là et qu'elles mettent en place les fondements, les bases qu'il faut. Dans le secteur public, par exemple, les rigidités administratives et le niveau de maturité aussi des ressources font qu'il est très difficile d'opérer cette transformation-là. D'accord. Il est très difficile de changer l'existant. Donc aujourd'hui, on peut regarder cette technologie-là évoluer, on peut décider de s'engager dedans, mais de mon point de vue, on a encore du chemin à faire. C'est pour cela justement que nous essayons de sensibiliser davantage à travers un certain nombre d'articles, à travers un certain nombre de conférences et tout. Mais on peut y arriver parce que le numérique aujourd'hui, c'est je pense une bonne opportunité pour les entreprises africaines, pour l'Afrique dans sa globalité, pour avoir une forme de souveraineté et pour pouvoir être beaucoup plus performante que par le passé et saisir les opportunités qui s'offrent à nous. D'accord. Après, à t'entendre parler, là, c'est vraiment côté entreprise et tout. Et côté, on va dire, capital humain, je sais pas, qu'est-ce que tu trouves, comment tu trouves en fait la partie talent, la partie compétence, la partie management aujourd'hui dans le domaine, avec tes expériences bien sûr. Aujourd'hui, nous avons vraiment beaucoup de talents. L'idée, c'est de pouvoir leur donner la possibilité de s'exprimer. Et pour que ces talents-là puissent s'exprimer, il faut que le management évolue. C'est ça. Le management s'adapte à ces mutations qui sont en train de s'opérer. Donc oui, nous avons du potentiel, mais derrière, il y a aussi des efforts à faire, surtout au niveau du cursus scolaire. Donc dans les universités, dans les établissements, je pense qu'il y a matière à revoir un peu les différents curricula, de sorte à embarquer cette technologie émergente là dans les formations de base. D'accord, effectivement. De talents. Parce que souvent c'est lorsque ces talents arrivent en entreprise qu'ils identifient, qu'ils sont confrontés à certains outils, à certaines technologies. Certains sont vraiment curieux. Donc, ils anticipent avant même d'arriver en entreprise, mais il serait opportun que justement, depuis le cursus, depuis la formation, on puisse les préparer à tout cela. Et une fois en entreprise, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on finit, bon, toi par exemple, tu as eu à faire ton parcours, et après tu es allé en entreprise. Quand tu arrives en entreprise, est-ce qu'il n'y a pas un déphasage? Est-ce qu'on est accompagné, la formation continue, ou bien tu dois toi-même te former, toi-même t'adapter? Comment ça se passe? Il faut soi-même s'adapter. Parce que quand tu arrives en entreprise, on te recrute soit pour un projet donné ou pour une fonction donnée. Une entreprise qui est bien structurée, le processus est défini, la procédure est là. Les différents enregistrements livrables que tu dois fournir ou exécuter durant toute ton année, tout l'exercice est établi. Mais au fur et à mesure que tu exerces cette fonction, il y a des évolutions qui s'opèrent,
que ce soit dans le secteur en lui-même, que ce soit dans la formation, dans la fonction également. Et donc, si en tant que collaborateur, tu te soucies de ne faire que tes 8 heures de travail, de faire ce qu'on te demande de faire, de rentrer, et puis, comme le dit certains, de chiller, tu ne vas pas te développer. Si tu veux attendre également que l'entreprise te forme, oui, si elle est en train d'opérer une transformation qu'elle a besoin que tes compétences évoluent, elle le fera. Mais si dans le cas de figure, il n'y a pas matière à faire évoluer les compétences, si tu dois rester 50-10 ans dans le même poste et que tu n'es pas soucieux de faire évoluer tes capacités, ça sera difficile après. Et aujourd'hui, je connais beaucoup de personnes qui sont, je dirais, pas coincées, mais qui sont bloquées à des fonctions et qui ne peuvent pas se challenger ailleurs. Parce que pendant plusieurs années, elles sont restées à faire la même chose sans vouloir changer, évoluer. Voilà, donc, honnêtement, de mon point de vue, je pense que les jeunes gagneraient à être curieux, à vouloir innover, à chercher. Parce qu'aujourd'hui, tout est accessible. C'est plus comme à notre époque où il fallait trouver un vieux livre quelque part pour s'innover et tout. On a pas mal de plateformes qui existent, pour ne pas citer de nom, où on peut apprendre. Et je l'avais dit à l'entame, la passion détermine tout. Quand on est passionné par ce qu'on fait, si on est dans la finance et qu'on est passionné par les chiffres, forcément on sera amené à aller faire des recherches, chercher à découvrir. Effectivement. Si on est dans la tech, qu'on est passionné, on le fera également. Quand on est dans les RH, le capital humain, qu'on est passionné, on sera à l'écoute des évolutions de ce secteur-là et tout. Donc voilà, je pense que c'est aux jeunes de s'engager dans cette dynamique de développement des compétences. C'est aux jeunes, mais est-ce que ce ne serait pas aussi aux entreprises de créer un certain cadre? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à tout ce qui est demande, du moins prérequis dans les offres d'emploi. On voit les 10 ans d'expérience, on voit les 8 ans et tout, souvent même 15 ans d'expérience. Et on veut quelqu'un qui a un esprit jeune, qui a un esprit frais, qui vient là apporter sa compétence et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de contradiction aussi à ce niveau-là? Surtout par exemple au niveau de la tech, qui est quand même un secteur qui, on va dire, qui est assez récent par rapport aux autres secteurs. Et tu vois des postes, du moins des offres d'emploi où tu vois 10 ans d'expérience pour quelqu'un qui est dans la tech ou bien qui est dans l'informatique, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un déphasage aussi au niveau des entreprises par rapport à ce qu'ils demandent au talent? Tout dépend, en fait, je dirais, de la vision, de l'ambition et de la stratégie qui est définie. Une entreprise, pour rester compétitive dans son secteur, a besoin d'expertise sectorielle. Et cette expertise sectorielle, c'est pas le jeune homme qui sort fraîchement de la fac ou de l'université qui va l'apporter. C'est le collaborateur qui est là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui a pratiqué. Qui est déjà dans l'entreprise. Exactement. Mais en même temps, cette entreprise est consciente que pour toujours maintenir sa compétitivité sur le marché, en plus de son expertise sectorielle, doit opérer sa transformation numérique. Donc, ce sont de nouveaux outils. Du coup, c'est un mix entre les seniors, ceux qui sont là, et les juniors. Parce que les jeunes, les juniors, ils sont très à l'aise avec ces outils numériques, c'est des digital natives, donc ils sont très à l'aise avec, mais ils n'ont pas l'expertise sectorielle. Et les seniors qui sont là, ils ont cette expertise sectorielle-là, mais ils n'ont pas cette facilité à utiliser ces outils. Entre-temps, faire sa transformation, ça a un coût. Tu vas acquérir un ERP, tu vas déployer tout ton écosystème numérique, c'est des investissements qui vont à plusieurs dizaines, voire centaines de millions de francs CFA. Donc, quand tu as fait ces investissements, tu veux capitaliser sur l'expertise sectorielle, mais en même temps, tu as besoin également de cette jeune génération-là qui va venir stimuler, porter. Donc, c'est un ensemble. Et pour pouvoir réussir justement cette transformation-là, il faut bâtir toute cette stratégie autour pour embarquer tous ces acteurs-là. Et c'est là qu'on parle de conduite du changement. Comment est-ce qu'on embarque ceux qui sont réfractaires, ceux qui existent déjà, et puis comment est-ce qu'on fait pour intéresser ceux qui ont ce talent-là pour qu'ils viennent accompagner. Apporter. Donc il faut fédérer en fait tout. Exactement. Côté humain surtout aussi, parce que tu peux déposer des outils, mais si les hommes ne s'adaptent pas, ça ne va pas marcher. Effectivement. D'accord, donc on se rapproche de la fin. Je ne sais pas si tu as une anecdote à nous donner par rapport à ton parcours. Alors, en termes d'anecdotes, j'en ai plusieurs. 18 ans d'expérience, c'est beaucoup d'anecdotes. Effectivement. Mais celle que j'ai vraiment appréciée, je dirais,
c'était mon expérience au groupe CIE Sodeci. J'ai vraiment défini les bases du professionnel dans l'IT que je suis. Au niveau d'Orange, c'était très intéressant parce que j'avais rejoint justement la direction marketing. Pour moi qui n'étais pas marketeur de formation, je me rappelle lorsque j'ai commencé mes 2-3 premières semaines, je disais comme ça à quelqu'un, waouh, mais en fait 11 ans à CU, on m'a blagué, quoi. On me disait tout le temps, t'es fort. Mais quand je suis arrivé à OCI, les gars, ils parlent de churn, de ceci, le jargon, je comprenais rien. Donc, quand j'étais en réunion comme ça, quand ils parlent qu'ils utilisent le jargon marketing, à Orange, OCI, Orange Côte d'Ivoire, je faisais mine de noter. Et puis quand on me demande ton avis, je dis oui, je suis entièrement d'accord. Et après, je vais faire mes recherches, je me documente pour bien comprendre tout ce qui est dit. Et puis voilà, rapidement, j'ai appris également le jargon du marketing et tout. En cabinet, ça, j'ai aussi beaucoup appris. Parce que je dirais en cabinet, j'ai beaucoup appris de ce qu'est l'humain. D'accord. L'humain dans sa globalité. Donc, l'expérience en Big Four a été une expérience qui m'a beaucoup impacté, qui m'a amené à revoir beaucoup de choses. Et en l'espace de 2 ans, je pense que j'ai pu reconsidérer à peu près 16 ans de carrière. Wow. Et ça a fait de moi aujourd'hui le Léonce Bédié que je suis. Donc, d'une expérience à une autre, il y a forcément quelque chose qu'on en tire et il pourrait y avoir beaucoup d'anecdotes. Et si je dois les énumérer, je pense que le podcast ne suffira pas. Merci beaucoup. Alors, pour ton mot de fin, quel conseil que tu pourrais donner à la jeunesse, en tout cas les jeunes qui aspirent à entamer une carrière dans la tech ou dans le marketing digital, en tout cas dans la transformation digitale aussi, quel conseil tu pourrais leur donner? Est-ce que c'est une voie à explorer? Est-ce qu'il faut se retenir? Comment y aller? Alors, ce que je dirais aux jeunes, c'est vraiment d'être curieux. D'accord. D'être curieux, de ne pas attendre que tout tombe du ciel. Ma mère me disait, quand j'étais encore plus jeune, vouloir, c'est pouvoir. Donc, un jeune qui veut finir DG, DSI, CDO, expert en ceci, s'il le veut, il pourra y arriver. Il y a tous les éléments qu'il faut. Il faut être vraiment curieux, il faut être discipliné, surtout ça, de la discipline. Et après, je pense que l'expérience fera le reste. Donc, le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est vraiment de saisir les opportunités que le numérique offre aujourd'hui. Nous sommes à un tournant. Aujourd'hui, on commence à parler d'économie numérique. Donc, c'est une nouvelle ère. Cette ère-là, elle est faite pour eux, pour ces jeunes-là, donc qu'ils puissent saisir ces opportunités pour pouvoir se positionner. Mais quoique si vous ne le saisissez pas, nous, les seniors, nous allons rester encore et puis prendre des business. Alors, nous vous remercions, Monsieur Léonce Bédié, d'être avec nous, d'avoir passé ce moment avec nous. On espère vous revoir pour peut-être le prochain épisode, c'est vraiment. Pourquoi pas, je vais vous inviter à mon bureau. Ah, effectivement, le fameux bureau, c'est high-tech. La Digital Room. Ah ouais, intéressant. Merci et à bientôt. Merci. Bye.